What is Jaylen Brown going to bring to the Boston Celtics? I'm going to go to war for the city. En 2016, malgré les huées du public, Jaylen Brown a annoncé pouvoir aller en guerre pour la ville de Boston. Et il faut bien dire qu'en 2024, il a réalisé la prophétie en devenant le MVP des finales et en portant l'équipe au 18e titre. Il a aussi signé en 2023 un des plus gros contrats de l'histoire, ce qui a fait de lui une star validée, mais une star toujours aux côtés d'une plus grosse, Jason Tatum. Et en réalité, cette saison, pour la première fois, Jaylen Brown va pouvoir être le numéro 1. Il ne sera plus dans l'ombre de Jason Tatum, il va pouvoir être le leader de l'équipe, mais la question qui se pose c'est, peut-il le faire et à quel niveau? Et on vous remercie aussi comme d'habitude pour les abonnements, pour les likes, ça aide énormément la chaîne et ça nous donne de la force, donc merci à vous. Alors bien sûr, il y a des indicateurs qui montrent que depuis les dernières années, Jaylen Brown a de quoi devenir le leader d'une équipe. En effet, ses stats sont toujours aussi hautes et sur les 2 dernières saisons, les équipes performent même plutôt bien quand il est sur le terrain, même quand il est sur le terrain sans Jason Tatum. Ce qui a toujours été un peu un problème avant est devenu finalement une possibilité. L'équipe de Boston arrivait à être performante même sans Jason Tatum sur le terrain. Donc en étant finalement le numéro 1, Jaylen Brown arrivait à avoir une équipe très compétitive dans les plus hauts pourcentiles la saison dernière et aussi la saison d'avant en 2023-2024 lors de l'année du titre. Mais finalement, quand on va regarder l'année précédente, où le contexte était peut-être un peu moins favorable, avec un moins bon spacing, on se rend compte que les chiffres dégringolaient, surtout en attaque, quand c'était Jaylen Brown qui était le leader de l'attaque, et non Jason Tatum. Alors un petit peu, ce que ça révèle comme problème, c'est que la saison prochaine, il n'y aura pas Porzingis pour apporter du spacing, il n'y aura pas forcément Jrue Holiday non plus pour jouer le connecteur, plus de Al Horford non plus parti aux Warriors et Jason Tatum sera sur la touche. Et ça pose un petit peu la question de quelle équipe va pouvoir être les Boston Celtics, quelle équipe va devenir celle qui va être leadée par Jaylen Brown, un joueur à forte utilisation, un des plus gros usages de la ligue, mais une efficacité assez moyenne. On voit aussi que son ratio de playmaking est assez moyen avec le 46e centile, donc il ne crée pas beaucoup pour les autres. Et il a ensuite une vraie tendance à prendre beaucoup de mi-distance, malgré un toucher assez mauvais, comme indique le 36e pourcentile sur l'efficacité au lancer franc. Mais est-ce que ces progrès finalement sur les dernières années sera suffisant pour faire de Boston une équipe correcte, une équipe même compétitive pour le play-in, ou est-ce qu'on va avoir le droit à un petit peu un effondrement de l'attaque, une attaque parfois, quand elle est leadée par Jaylen Brown, un petit peu stagnante. Alors c'est un petit peu la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Quelle attaque et quel joueur Jaylen Brown va devenir en étant le leader? Commençons par son drive. Drive qui est une de ses plus grandes forces, surtout quand, comme l'année dernière, il a réussi à attaquer beaucoup de mismatchs. Avec 12,7 drives par match, un des plus gros drivers de NBA, sur une efficacité assez moyenne. Finalement, il n'a pas un toucher exceptionnel, mais par contre, il arrive de plus en plus sur ses drives, un petit peu comme dans son début de carrière, à provoquer des lancers francs. Et vraiment, il adore pouvoir attaquer les mismatchs. Des grands, comme des petits d'ailleurs, on verra qu'il attaque plutôt les petits sur du post-up et plutôt justement les grands sur du drive. Mais en fait, dès qu'il identifie un mismatch, même très tôt dans la possession, il utilise finalement ses épaules, son dribble et sa capacité de percussion pour aller jusqu'au cercle. Et c'est un joueur qui évolue en fait vraiment beaucoup sur ces mi-distances-là et sur ses attaques de mismatch. Et si le mi-distance est pas complètement ouvert, il peut ensuite aller jusqu'au cercle. Et c'est vrai que c'est un joueur qui évolue assez peu sur du 3 points. C'est pour ça que, comme on a vu un petit peu, il y a une grosse différence avec les moments où il est sur le terrain avec Jason Tatum, ou même où l'équipe des Celtics jouait sans Jaylen Brown et avec Tatum, c'est qu'elle tire beaucoup moins de 3 points, cette équipe de Boston, quand elle joue avec Jaylen Brown, tout simplement parce que lui tire moins de 3 points, mais aussi que son drive finit surtout à la finition et que c'est pas toujours un créateur pour le collectif. Mais on l'utilise vraiment sur beaucoup de manières différentes et comme porteur de balle. C'est ça qui indique un petit peu que malgré l'absence de Jason Tatum, Jaylen Brown pourrait être
le créateur primaire parce que c'est un joueur qui, malgré la présence de Tatum, a beaucoup porté la balle et a même progressé à la passe. Regardez cette petite trouvaille pour Luke Kornet. Voilà, sur les drives, on va le retrouver quand même un petit peu à la passe pour servir ses coéquipiers, mais c'est pas sur des niveaux où on va retrouver les autres moteurs offensifs. En fait, Jaylen Brown est surtout un finisseur, surtout un joueur offensif individuel, et c'est pour ça que l'attaque parfois dégringole un peu quand il est seul sur le terrain sans Jason Tatum. Mais on a vu quand même quelques progrès, c'est ça qui peut encourager à penser que l'équipe pourrait être finalement correcte en attaque malgré l'absence de Tatum. Ce qui va peut-être plus poser problème, c'est que le seul autre vrai bon joueur de niveau NBA presque All-Star, ça va être Derrick White. Et ensuite, on arrive sur des joueurs avec un niveau un peu plus bas. Et la question, c'est de savoir comment Jaylen Brown va pouvoir porter une équipe d'un niveau moyen, alors que lui-même, finalement, est un créateur assez moyen, comme on a vu un petit peu sur les statistiques tout autour de lui. Et ce qui pose problème parfois dans le jeu de Jaylen Brown, c'est que c'est un petit peu scripté. Finalement, il y a une grosse présence de sa main droite sur les drives. On verra que, comme Miami Heat l'avait identifié, les drives main gauche sont un peu moins sa force. Et c'est ça qui fait parfois qu'il a un jeu un peu stéréotypé. Et aussi que les défenses s'adaptent assez bien finalement aux défauts qu'il peut avoir. Et malgré des progrès en footwork et en lecture de jeu, il est parfois un peu trop dans la précipitation et enjambe beaucoup de pertes de balles. C'est un joueur qui, sur ses premières saisons, perdait autant la balle qu'il faisait d'assists. Et sur le drive, comme on voit un petit peu sur ces images, ce qui pose problème parfois, c'est le manque de toucher. En fait, malgré le fait qu'il soit très souvent au cercle et très explosif, c'est pas un joueur qui a des très bonnes mains, comme finalement ses pourcentages au lancer franc l'indiquent. Il a jamais vraiment dépassé les 70% au lancer franc, et c'est pour ça parfois au cercle, il se complique la vie et n'est pas non plus très doué de sa main gauche. Ce qui fait encore une fois qu'on a parfois des choses un peu stéréotypées et aussi que les défenses arrivent à s'adapter pour le forcer finalement plus d'un côté que de l'autre. Et ça, même un joueur sur un mismatch finalement peut un petit peu s'adapter et lui laisser une main plutôt qu'une autre. Parce que malgré d'être une cible défensive, un pivot ou un meneur peut quand même orienter sur un côté plus qu'un autre et laisser un petit peu Jaylen Brown se dépatouiller avec cette main gauche qui n'est pas toujours très efficace. Alors c'est un petit peu ça, finalement les limites de son drive, et c'est ça qui va générer parfois des pertes de balles et une attaque un peu stagnante. C'est parce qu'il n'a pas une grosse diversité ni une grosse capacité d'adaptation face à différentes défenses. Ça se voit surtout en play-off, en défense, en saison régulière un peu moins forcément, avec un très bon spacing et les défenses qui s'adaptent un peu moins, mais comme on l'a dit, pour la saison prochaine, il y aura un moins bon spacing et aussi des défenses qui vont être plus compactées autour de lui. Mais une des solutions un petit peu à ce manque finalement de dribble et d'adaptabilité, c'est le post-up. Et la saison dernière, l'équipe de Boston a demandé à Jaylen Brown de jouer beaucoup plus de post-up qu'avant. Il est monté à 2,3 post-up par match pour aller chercher des mismatchs bien entendu. Et il a été assez efficace. 9e efficacité sur les 26 joueurs qui jouaient plus de 2 post-up par match la saison dernière. Et en fait, ces post-up permettent finalement de cacher un petit peu ses défauts. Parce que finalement, les défauts de Jaylen Brown, c'est parfois le dribble, la finition en mouvement. Par contre, là où il est plutôt doué relativement à la moyenne, c'est sur du tir finalement un petit peu en rythme, mais statique, notamment justement dans la zone du short et du long mi-distance, face à des joueurs un peu plus petits. Et du coup, ce que Boston cherchait, c'est tout simplement de lui offrir le plus de mismatch possible. On l'a vu marqué au-dessus de Jalen Brunson, Tyrese Maxey, ici Damian Lillard, et en fait c'est vraiment le genre d'action que Boston va chercher à trouver. En plus de ça, l'année dernière, c'était réalisé dans un très bon spacing. Du coup, dès qu'il peut identifier une cible, il se met dos à elle et va chercher justement cette zone du flotteur du mi-distance et parfois va jusqu'au cercle. Et ça a fonctionné très bien. En plus de ça, on va voir un petit peu que ça peut mettre en valeur son jeu de passe qui est un peu limité, mais du jeu de passe, une fois que c'est sur du post-up, comme c'est assez statique, il peut un peu plus en profiter pour trouver ses coéquipiers. La question, ça va être de est-ce que l'année prochaine, ils arriveront à trouver toujours autant de cibles, parce que comme il y aura de moins bons joueurs sur le terrain autour de Jaylen Brown, ce sera peut-être plus difficile de forcer les mismatchs, et il y aura aussi
un moins bon spacing. Donc une moins bonne situation pour exploiter ces mismatchs, peut-être moins d'espace et les défenses qui vont encore plus se contracter autour de lui. C'est un peu ça qui peut poser la question, est-ce que Jaylen Brown pourra toujours autant profiter de ces actions-là? Est-ce qu'il pourra aussi toujours autant faire profiter ses coéquipiers justement de son niveau sur post-up pour trouver un petit peu des passes décisives pour les shooters? Et en réalité, sur le post-up, ce qu'on trouve souvent, c'est des tirs pour les shooters à côté de nous, mais l'équipe de Boston a perdu beaucoup de ses shooters. Ils ont perdu Porzingis, Tatum ne va pas pouvoir jouer, il restera Sam Hauser et Peyton Pritchard, mais même la perte de Jrue Holiday dans les corners pourrait manquer au niveau de la réception justement de ces passes sur post-up. Un petit peu voir comment ils arriveront à s'en sortir, mais il est sûr que Boston va continuer à chercher de le trouver sur post-up, tout simplement pour exploiter un petit peu des décalages dans les défenses et utiliser sa gravité. Une des choses qu'il a développées au fur et à mesure des années, c'est justement cette gravité sur le post-up. Et en fait, la gravité s'est permis par son scoring. Donc en réalité, il y a eu de vrais progrès là-dessus. Et comme vous pouvez le voir sur toutes ces actions qui défilent depuis le post-up, il a aussi beaucoup trouvé Peyton Pritchard par exemple, ce qui est un signe encourageant. Et Pritchard, comme Derrick White, devrait un petit peu se nourrir la saison prochaine de la gravité de Jaylen Brown sur le post-up. La question va être de savoir à quel point ils vont réussir à lui offrir ces situations et à quel point finalement aussi les défenses vont venir doubler sur Jaylen Brown au post-up. Parce que comme on l'a vu au début, c'est 1,06 points par possession sur post-up. Alors ça fait de lui un des meilleurs scoreurs sur post-up de NBA, mais 1,06 points par possession, ça reste bien en dessous de la moyenne. Alors peut-être qu'ils vont chercher des actions comme celle-ci, avec les deux écrans en tête de raquette sur des remises en jeu pour profiter de la gravité et du mouvement, mais est-ce que ça suffira? C'est pas sûr. C'est pas sûr, surtout que les défenses commencent un petit peu à le voir venir, et parfois il est un petit peu trop, disons, violent ou un peu trop agressif dans sa manière de prendre position au post-up et on le voit souvent faire des fautes offensives parce qu'il veut faire trop parler justement sa domination physique et parfois face à des arrières, il se fait un peu piéger. Et c'est un peu là parfois le problème de Jaylen Brown, c'est que le QI basket et la lecture de jeu est parfois un petit peu limité et il se fait un petit peu parfois tout simplement punir là-dessus, il met un peu trop d'énergie et finalement sur du post-up il va perdre la balle et aussi parfois attendre trop longtemps avant de profiter de sa gravité et la passe devient trop compliquée. Sur pick and roll par contre il a aussi pas mal progressé et on le retrouve souvent justement sur des Spain pick and roll, donc avec deux écrans, un premier sur le porteur de balle et un deuxième qui vient poser un écran derrière le rollman et ça il sait jouer. Et c'est quand même un beau développement de son jeu quand on pense à ses années rookie où il avait du mal tout simplement à créer sur les autres ou à passer en mouvement. Le développement de sa capacité de lecture sur le Spain pick and roll pourrait être une option l'année prochaine pour les Boston Celtics. En réalité, avec des shooters comme Sam Hauser et Pritchard comme deuxième poseur d'écran, il y a de vraies solutions autour de cette action-là et Neemias Queta devrait être souvent retrouvé finalement mis à côté de Jaylen Brown sur ces actions-là, avec comme shooter Pritchard ou Hauser pour profiter de la gravité au scoring de Jaylen Brown et la gravité finalement sur le rôle de Neemias Queta. Problème, c'est qu'il n'y aura plus Luke Kornet. Et Luke Kornet était clairement le meilleur poseur d'écran et ça devrait beaucoup manquer finalement à Jaylen Brown qui avait pas mal progressé sur ses actions, mais tout simplement maintenant il devra jouer avec Queta, Tillman, Luke Garza, enfin encore une fois, pas un effectif très bon avec beaucoup de qualité. Et c'est ça en fait le problème de Jaylen Brown et qui risque d'avoir la saison prochaine, c'est que l'effectif autour de lui ne va peut-être pas mettre en valeur finalement toutes ses qualités. Et c'est là où finalement aussi c'est peut-être une star qui est un peu plus limitée que ce qu'on aurait pu penser avec son contrat, c'est que Jaylen Brown, c'est pas Trae Young, c'est pas Doncic, c'est pas Jason Tatum, pourtant il a signé des contrats équivalents. Et c'est bien là où en fait la saison prochaine, l'équipe autour de laquelle il va jouer, ça va peut-être mettre un peu plus en image les limitations du joueur qu'il est, malgré des vrais progrès sur pick and roll. Il y a des chances que les équipes puissent encore plus le cibler parce qu'encore une fois, moins de talent autour de toi, on peut plus mettre en avant tout simplement tes faiblesses, tes mauvaises lectures ou même parfois ton jeu un petit peu stéréotypé. À voir en tout cas comment la relation sur pick and roll va se développer. On pourrait aussi retrouver ce qu'on a pas mal vu l'année dernière, des inverted pick and roll.
Alors, qu'est-ce que c'est des inverted pick and roll? C'est souvent finalement quand Sam Hauser, juste ici, ou Peyton Pritchard va venir poser un écran, un ghost screen ou un écran assez rapide pour Jaylen Brown, et souvent la défense se pose la question de qui défendre. Est-ce qu'on suit finalement le shooter? Et comme Peyton Pritchard et Sam Hauser sont des shooters d'élite, ça crée un moment de confusion dans la défense. Ici, Josh Giddey veut protéger le drive de Jaylen Brown, mais finalement il y a aussi le tir de Pritchard qui est assez dangereux, et comme la défense ne peut pas être à deux endroits en même temps, ce type d'action, ces inverted pick and roll, pourrait pas mal servir à Jaylen Brown la saison prochaine. Plus, comme on l'a vu, c'est un driver avec un assez bon volume et une efficacité moyenne, mais il y a quand même une certaine gravité sur son drive. Donc malgré le manque de spacing, je pense que Boston va pas mal utiliser ce genre d'action, ce genre de pick and roll avec des arrières comme poseurs d'écran pour créer un petit peu de confusion et le mettre en avant. Alors maintenant, decision making. Ce que je voulais mettre en avant dans cette partie, c'est un petit peu parfois les mauvaises lectures. Vous voyez ici, on a un joueur à 45% à 3 points qui est complètement ouvert, on a 3 joueurs dans la raquette, on a un tir sur du mi-distance, et pourtant, il va décider de le prendre, alors qu'il est très bien contesté. Et c'est peut-être ça où je pense que Boston va avoir le plus de mal l'année prochaine, c'est d'arriver parfois à trouver des vrais mouvements offensifs quand l'attaque, tout simplement, va être gérée par Jaylen Brown. C'est pas un joueur qui offre beaucoup de mouvements avec ballon, c'est pas un joueur qui offre beaucoup de mouvements sans ballon, même si on verra dans le dernier chapitre de la vidéo que c'est peut-être par là que passera finalement une meilleure attaque et passera un petit peu le sauvetage de cette équipe. Mais beaucoup de longues distances, quand parfois même des coéquipiers sont ouverts, et les défenses finalement vont l'inviter à faire ça, et ce sera à lui finalement d'apprendre à pas se laisser piéger, parce que les défenses vont vouloir finalement qu'il prenne ces tirs-là, des tirs peu efficaces, qui n'offrent aucune synergie collective, qui sont très impressionnants quand ils rentrent et peuvent parfois faire la différence en fin de match, mais qui sur le rythme total d'un match sur 48 minutes sont assez problématiques et amènent peu de décalage. Alors, peut-être que finalement, c'est aussi des tirs que lui va pouvoir profiter parce que dans un moins bon spacing, le mi-distance va être très utile. Mais quand on voit par exemple ici que une fois que Porzingis a obtenu un mismatch sur un arrière, il préfère malgré tout prendre un mid-range contesté, on peut se poser un petit peu la question de comment va se développer le jeu un petit peu des Celtics la saison prochaine. Parce que du coup, on a un driver qui est quand même assez facile à anticiper, on a un joueur qui aime beaucoup prendre ses mi-distances, qui perd parfois la balle sur son dribble tout simplement et qui offre des choses assez stagnantes. Alors, comment ça va se passer tout en sachant que l'effectif sera moins bon et qu'il y aura un moins bon spacing? C'est un petit peu ça finalement qui pourra être inquiétant, et c'est aussi ça finalement le défi de Joe Mazzulla la saison prochaine, c'est comment faire tourner une équipe autour d'un créateur individuel et collectif moyen dans un effectif qui a perdu ses connecteurs et son spacing. Ça va être un peu ça le défi la saison prochaine pour Boston, c'est pour ça que les chiffres offensifs devraient s'écrouler, non seulement parce que Jason Tatum sera absent et ne pourra pas aider Jaylen Brown à s'en sortir, mais aussi parce que l'effectif est moins bon. Et c'est un double effet négatif que va subir Jaylen Brown et qui va mettre finalement en image peut-être plus le joueur qu'il est. Mais d'un autre côté, ça fait aussi longtemps que le public NBA, et même surtout peut-être Jaylen Brown, a envie d'être l'option numéro 1 d'une équipe, et il le sera la saison prochaine. Après, sur son jeu off-ball, il y aura sûrement des choses à aller débloquer. Parce que c'est un joueur qui se projette très bien au cercle sans ballon. Le problème, c'est que il n'est pas toujours mis dans ce genre de situation. Mais l'année prochaine, il y a des joueurs assez intéressants autour de lui qui ont tendance à passer le ballon, comme Josh Minott, Luke Garza, Xavier Tillman et aussi Derek White. Alors l'idée, espérons, ce sera qu'il développe encore plus ce jeu de coupe, parce que le jeu avec ballon risque d'être très limité et les défenses vont mettre énormément de pression sur lui. Alors est-ce qu'on le retrouvera comme ici en tant que poseur d'écran ? J'espère, en tout cas ça pourrait être un moyen justement de le débloquer et d'éviter que les défenses s'agglutinent autour de lui et le forcent à faire les erreurs qu'il a tant l'habitude de faire sous pression. J'espère en tout cas que le coaching staff va pouvoir un petit peu profiter de sa domination physique et un petit peu la mettre en avant, et aussi un petit peu conscient de ses limitations tactiques, techniques et de lecture de jeu, pour que ça ne devienne pas finalement une blague de saison, mais qu'on voit un petit peu qu'il soit capable d'évoluer dans l'adversité. Alors voilà,
Ça a été un bon petit détour de ce que pourrait être la saison de Jaylen Brown la saison prochaine sans les stars, sans Jason Tatum, sans le spacing et sans le supporting cast. Maintenant, la question, ça va être de savoir si, après avoir amené une équipe au titre très compétitive, il va être capable d'être le leader d'une équipe moyenne. Quelle option numéro 1 va-t-il être? Sera-t-il à l'honneur de son contrat? Sera-t-il capable finalement de montrer au public de Boston qu'il vaut autant que Jason Tatum et qu'il sera capable d'être le leader qu'il a promis d'être? En tout cas, on aura la réponse à la fin de la saison prochaine. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite une belle journée.